Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur Public Sénat. D'ici la fin 2022, 154 des 534 personnes actuellement détenues pour des actes de terrorisme en lien avec la mouvance islamiste seront libérées. Dans ce contexte, le Sénat a adopté hier un texte instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine. Objectif, renforcer le suivi et prévenir la récidive. Je vous propose de regarder les débats en séance et on se retrouve après. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, la proposition de loi que vous examinez est très sensible. Elle s'efforce de répondre à la problématique des personnes condamnées pour des actes de terrorisme, dont certains présentent toujours une situation de dangerosité en fin de peine. Sur ces questions, j'ai évolué. Vous le savez, Monsieur le Président de la Commission. Permettez-moi tout d'abord de rappeler quelques données factuelles. 260 personnes sont actuellement détenues en France après une condamnation pour infraction terroriste en lien avec la mouvance islamiste. Parmi ceux-ci, certains purgent des peines correctionnelles de plusieurs années, principalement entre 7 et 10 ans, prononcés pour beaucoup après 2012. Outre ces détenus condamnés, 252 personnes sont en détention provisoire après avoir été mises en examen pour des actes de terrorisme. Elles seront jugées dans les mois ou les années qui viennent, puisque 49 procès terroristes se dérouleront d'ici 2021. Parmi les condamnés, 31 seront libérés en 2020, 62 en 2021, 50 en 2022, après avoir exécuté leur peine. Les lois du 3 juin puis du 21 juillet 2016 ont supprimé les crédits de réduction de peine pour les terroristes et restreint leur accès à la libération conditionnelle. Mais ces lois ont sans doute repoussé la difficulté, voire l'ont renforcée, puisque ce sont ces mêmes détenus qui vont prochainement quitter la détention en sortie sèche, selon l'expression convenue. Je souhaitais faire ce bref rappel car il résume, je crois, le défi qui est le nôtre d'apporter une réponse pénale au terrorisme. Bâti depuis 1986, notre dispositif judiciaire de réponse à la menace terroriste est équilibré. Il repose sur un dispositif centralisé avec des aménagements procéduraux. Ce cadre a encore été complété l'an dernier avec la création d'un parquet autonome spécialisé, le PNAT. Dans son œuvre normative, le législateur a toujours cherché à articuler la spécificité qu'impose une criminalité complexe, dont la finalité est l'effondrement de notre modèle sociétal et nos valeurs démocratiques. C'est en ayant à l'esprit cet impérieux besoin d'équilibre que vous devez, je crois, aborder ces débats. Un travail important est réalisé dans nos établissements pénitentiaires afin de prévenir la radicalisation des détenus et de freiner tout prosélytisme délétère. Plusieurs rapports en ont rendu compte. Je pense notamment au rapport des députés Diard et Pouya sur les services publics face à la radicalisation, qui comprend des propositions destinées à renforcer le suivi des personnes radicalisées. Je pense aussi à celui de la contrôleur général des lieux de privation de liberté sur la prise en charge pénitentiaire des personnes radicalisées et le respect des droits fondamentaux. La remise en liberté de détenus condamnés, potentiellement toujours radicalisés en dépit du travail réalisé, appelle cependant une réponse. Nous devons tout mettre en œuvre pour garantir la sûreté de nos concitoyens. Cette majorité s'y est déjà attachée. Ainsi, le dispositif de la loi SILT du 30 octobre 2017 a ouvert la possibilité de soumettre ces personnes à une mesure de contrôle administratif et de surveillance, mais limitée à 1 an. La durée de ces mesures administratives peut paraître aujourd'hui insuffisante. Pour autant,
Soumettre des personnes ayant purgé leur peine à un nouveau régime judiciaire restrictif de la liberté appelle à la vigilance. Il faut se garder de l'illusion d'une justice prédictive, chimère, qui est la négation de l'idée même de justice et de réhabilitation. Nous devons veiller à ce que les mesures que nous élaborons n'enferment pas davantage les condamnés dans leur misanthropie au lieu de permettre leur réinsertion, qui doit rester notre objectif principal. Le travail de l'Assemblée nationale, puis de votre commission des lois, s'appuyant sur un avis très étayé du Conseil d'État, a permis, je crois, de dégager une solution d'équilibre. L'article 1er de la proposition de loi introduit dans le Code de procédure pénale un dispositif permettant au juge judiciaire d'imposer des mesures de sûreté aux personnes condamnées pour des faits de terrorisme ayant purgé leur peine d'emprisonnement. Les mesures de sûreté doivent respecter le principe résultant de l'article 9 de la Déclaration de 1789, selon lequel la liberté ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire. En effet, le législateur doit concilier d'une part la prévention des atteintes à l'ordre public et d'autre part l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. À cet égard, il convient d'être vigilant sur le caractère adapté, nécessaire et proportionné du dispositif. Nous sommes sur une ligne de crête. Prendre des mesures qui permettent d'assurer la protection des Français sans en adopter qui ne seraient pas strictement nécessaires. Le texte que vous vous apprêtez à voter est donc un texte d'équilibre, je le redis. J'invite par conséquent votre Assemblée à la prudence sur tout durcissement du texte voté par l'Assemblée nationale, alors que le Conseil d'État a appelé notre attention sur ce point. S'agissant des garanties attachées à la nouvelle mesure, je tiens à rappeler les éléments suivants. Le concept de dangerosité n'est pas étranger à notre droit. Je rappelle que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, déclarées conformes à la Constitution, reposent sur un tel concept. Le nouveau dispositif constitue une mesure restrictive de liberté et non privative de liberté, s'appliquant à des personnes condamnées définitivement. Le placement sous surveillance électronique mobile de la personne est soumis à son consentement. L'évolution de la dangerosité des condamnés susceptibles de faire l'objet de ces nouvelles mesures de sûreté sera réalisée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté qui saura prendre en charge ce sujet complexe qui est celui de la dangerosité grâce à l'ensemble des compétences de chacun de ses membres et leur spécialisation dans l'appréciation de la dangerosité d'une personne. Enfin, c'est l'autorité judiciaire, et elle seule, qui sera compétente afin de prononcer, le cas échéant, de telles mesures de sûreté et les suivre tout au long de leur durée. Cette décision interviendra à l'issue d'un débat contradictoire et un appel des parties sera toujours possible. Enfin, pour l'avenir, il serait essentiel de réaliser une évaluation des dispositifs de prévention de la récidive terroriste dans leur ensemble. La complexité actuelle peut en effet nuire à l'efficacité de l'action de l'État. Il est nécessaire de proposer une remise à plat des dispositifs existants afin que l'empilement actuel retrouve une cohérence et une lisibilité d'ensemble. C'est au prix d'une telle évaluation que l'action de l'État trouvera sa pleine efficacité, son sens et sa cohérence. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai perdu mon masque, Madame la Présidente. La parole est à Madame Jacqueline Eustache-Brignot, rapporteure de la Commission des lois, pour 10 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues. Le Sénat est appelé aujourd'hui à examiner une proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine, déposée par Madame Yaël Braun-Pivet et adoptée par l'Assemblée nationale le 23 juin dernier. Ce texte
a pour ambition d'apporter une réponse à l'enjeu majeur que représente pour la sécurité de notre pays la libération de plus de 150 terroristes d'ici la fin de l'année 2022. Il crée à cet effet une nouvelle mesure de sûreté. Sur le fond, notre commission des lois ne pouvait qu'accueillir favorablement ce texte. Il répond en effet à un constat qu'elle a elle-même formulé au mois de février dernier à l'occasion du bilan de la loi SILT. Une proposition de loi similaire à celle que nous examinons aujourd'hui a d'ailleurs été proposée par le président Philippe Bas et notre collègue Marc-Philippe Daubresse dès le début du mois de mars. Je me réjouis donc que le gouvernement ait pris l'initiative d'inscrire le sujet à l'ordre du jour de notre Assemblée. La proposition de loi a pour principal objet de créer une nouvelle mesure de sûreté dédiée à la prise en charge des condamnés terroristes qui sortent de détention. Elle prévoit également de faire du suivi socio-judiciaire une peine complémentaire obligatoire. Ce texte va combler un vide juridique dénoncé par de nombreux acteurs de terrain. Le législateur a considérablement renforcé l'arsenal antiterroriste au cours des dernières années, mais il s'est concentré sur la répression et le régime des peines, sans anticiper la question du suivi à l'issue de l'exécution des peines. Nous sommes donc dans une situation paradoxale et peu satisfaisante. Les individus condamnés pour des faits terroristes sont aujourd'hui les plus suivis en détention, mais les moins accompagnés au moment de leur libération. Bien entendu, il ne s'agit pas de dire que rien n'existe, mais les outils, tant judiciaires qu'administratifs, se révèlent incomplets et inadaptés à l'enjeu. C'est pourquoi la Commission a approuvé le principe de la mesure de sûreté créée par cette proposition de loi. Toutefois, je sais que la mesure suscite des craintes, notamment sur sa constitutionnalité, y compris dans cet hémicycle. À cet égard, je tiens à insister sur un point, la mesure créée ne constitue en aucun cas une peine après la peine. Il s'agit d'une mesure de sûreté au sens de la jurisprudence définie par le Conseil constitutionnel. En effet, elle n'a pas pour objet de sanctionner, mais bien de prévenir la récidive et la commission de nouveaux actes de terrorisme. Elle ne se fonde pas sur la culpabilité de la personne, mais sur la dangerosité évaluée à l'issue de la période de détention. N'oublions pas qu'en 2008, le Conseil constitutionnel a déjà admis l'existence de mesures de même nature et a validé la rétention et la surveillance de sûreté. Ceci dit, il est de notre responsabilité de trouver le point d'équilibre entre sécurité et liberté. Nous sommes efforcés de travailler sur ce sujet à la Commission des lois la semaine dernière. Il s'agit d'un exercice difficile, mais je crois que nous y sommes parvenus. Nous avons donc apporté une série de garanties pour assurer la constitutionnalité de ce texte. Nous avons tout d'abord encadré le champ d'application de la mesure en la limitant aux personnes condamnées aux peines les plus lourdes, supérieures à 5 ans d'emprisonnement. Il s'agit de répondre à une exigence constitutionnelle, à l'instar de ce qui est prévu pour la rétention et la surveillance de sûreté. Dans le même état d'esprit, nous avons précisé l'articulation de la mesure créée avec les dispositifs existants. Il s'agissait tout d'abord de garantir que la mesure ne soit prononcée que lorsqu'elle est strictement nécessaire et adaptée pour suivre ces profils. Il s'agissait également de garantir une articulation fluide avec les mesures administratives, notamment les Micas. Enfin, nous avons apporté plusieurs ajustements à la procédure, même si le texte de l'Assemblée nationale était déjà équilibré sur ce point et garantissait le respect des droits de la défense. Notre principale modification porte sur le contenu des réquisitions du procureur antiterroriste. Il nous est apparu indispensable que ces réquisitions s'appuient sur des éléments non seulement circonstanciés, mais également actuels, pour assurer la stricte nécessité et la proportionnalité de la mesure demandée. Je suis bien consciente que ces modifications peuvent sembler restreindre les possibilités de surveillance. Nous avons toutefois intérêt à ce que la mesure soit solide. En cas d'inconstitutionnalité, c'est tout le dispositif qui serait fragilisé, ce qu'aucun d'entre nous ne souhaite. Parallèlement à ce souci d'équilibre, la Commission a cherché à s'assurer du caractère opérationnel de la mesure. Il m'a été indiqué qu'après le texte adopté par l'Assemblée nationale, il y avait quelques interrogations à ce sujet, et en particulier sur l'applicabilité du texte. Pour surmonter ces difficultés, nous avons adopté 4 modifications.
Il était tout d'abord essentiel de réviser le champ d'application de la mesure. Dans le texte de l'Assemblée nationale, le critère de dangerosité était apprécié par 2 éléments. D'une part, le risque élevé, très élevé de récidive. D'autre part, l'adhésion persistante à une entreprise tendant à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Ce deuxième critère était, à notre sens, trop restrictif. Il se rapprochait de la définition de l'infraction d'association de malfaiteurs terroristes, ce qui rendait la mesure quasiment inapplicable. Autrement dit, si ce critère était rempli, alors il aurait été possible d'engager une nouvelle procédure judiciaire à l'encontre de la personne. Nous avons donc atténué légèrement cette définition en visant l'adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme plutôt que l'adhésion à une entreprise terroriste. La deuxième modification principale concerne la durée de la mesure. Les députés ont prévu une durée d'1 an, renouvelable dans la limite de 5 ans ou de 10 ans en cas de condamnation pour crime ou délit grave. Cette durée d'1 an est jugée peu opérationnelle par les acteurs judiciaires. Elle imposerait d'engager la procédure de renouvellement moins d'1 mois après le prononcé de la mesure. J'ai donc proposé à la Commission de porter cette durée à 2 ans, comme le prévoyait la proposition de loi du président Bas et de Marc-Philippe Daubresse. J'ajoute que la personne conservera à tout moment la possibilité de demander la mainlevée de la mesure, ce qui me paraît garantir un équilibre satisfaisant. En troisième lieu, la Commission a réécrit l'obligation de placement sous surveillance électronique mobile, car la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale la rendait peu opérationnelle. En effet, contrairement à une idée reçue, le bracelet électronique n'est pas un dispositif utilisé pour suivre en permanence et en temps réel une personne. Il ne sert qu'à assurer le respect d'une autre mesure limitant la liberté d'aller et de venir, par exemple une interdiction de paraître dans certains lieux. L'ensemble des acteurs que nous avons entendus ont été unanimes sur ce point. Tel qu'il était rédigé, le placement sous surveillance électronique était inapplicable. C'est pourquoi la Commission a associé le PSEM aux autres obligations de surveillance. Autrement dit, elle a prévu que le bracelet soit prononcé pour contrôler le respect des autres obligations, en particulier l'interdiction de paraître, l'interdiction de fréquenter certaines personnes, etc. Nous avons en revanche jugé nécessaire de supprimer la possibilité de cumuler le placement sur surveillance et le pointage qui pourrait être jugé disproportionné par le Conseil constitutionnel. Enfin, la Commission a renforcé le contenu de la mesure créée. Elle a d'une part renforcé le volet surveillance de la mesure en insérant 2 obligations complémentaires, l'interdiction de se livrer à l'activité au cours de laquelle l'infraction a été commise et l'interdiction de détenir ou de porter une arme. Elle a d'autre part renforcé le volet d'accompagnement à la réinsertion, qui était quasiment absent du texte proposé et adopté par les députés. Sur ce volet, il a été prévu un suivi par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, parallèlement au suivi qui sera opéré par le juge de l'application des peines. La Commission a également introduit une nouvelle obligation d'exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation. Nous avons répondu sur ce point à une demande forte des acteurs de terrain. N'oublions pas que l'intérêt d'une mesure judiciaire par rapport à une mesure administrative est bien de prévenir la récidive, non seulement par des mesures de surveillance, mais également par des mesures d'assistance. Et je suis particulièrement attachée à cet apport qui, je le crois, sont nécessaires si nous souhaitons gérer efficacement ces profils effectivement compliqués. Pour garantir l'efficacité de l'ensemble de ces obligations et faciliter leur contrôle, la Commission a également introduit un article 1er bis pour prévoir l'inscription des obligations de la mesure de sûreté au fichier des personnes recherchées. Face au défi du terrorisme, le Sénat a toujours fait preuve de responsabilité. Dès 2014, il a pris l'initiative de plusieurs évolutions législatives qui ont permis de renforcer considérablement notre arsenal antiterroriste dans le strict respect des libertés individuelles. C'est ce même esprit qui doit aujourd'hui nous guider et nous amener collectivement à approuver ce texte. Doter les pouvoirs publics de nouveaux moyens adaptés à la prise en charge des terroristes sortant de détention est une priorité pour la sécurité des Français. C'est ce que je propose de faire ce soir. Madame la Présidente, Monsieur le Garde des Sceaux, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président de la Commission des Lois, chers collègues, 143 donc. 143 personnes condamnées pour des actes de terrorisme vont sortir des prisons françaises d'ici 2022 et 31 dès cette année, disait le garde des Sceaux à l'instant.
Un second chiffre, jusqu'à 100%. De 39% à 100%, c'est le taux de récidive des djihadistes d'après le Centre d'analyse du terrorisme. Et je crois que c'est une donnée factuelle sur laquelle il est possible de s'appuyer. Et ce double constat factuel pose au législateur la question des moyens juridiques pour répondre. D'une part, ce sujet traite d'un enjeu majeur de sécurité publique, souligné par les professionnels auditionnés. Ils ont exprimé une crainte, une vraie crainte, qui n'est pas théorique, sur la situation des personnes détenues amenées à sortir dans les 3 ans. D'autre part, il résulte des travaux des 2 assemblées qui ont identifié une incomplétude et une inadaptation des dispositifs de suivi et de surveillance en vigueur. Le président de notre commission des lois, Philippe Bas, avait déposé une proposition de loi en amont de nos collègues du groupe LaREM à l'Assemblée nationale qui partageaient le même objectif que le texte que nous imaginons aujourd'hui. Et oui, Monsieur le Président, il faut rendre à Philippe Bas ce qui appartient à Philippe Bas. La présente proposition part donc bien d'une réalité alarmante et répond à un enjeu clair, apporter une réponse à un manque. Ces lacunes ont déjà été mentionnées, je ne m'y attarderai pas. Elles tiennent notamment à l'inapplicabilité du suivi socio-judiciaire aux personnes condamnées pour des faits commis avant 2016. Elles tiennent également à l'inadéquation de la surveillance judiciaire, les personnes condamnées pour des actes de terrorisme ayant été exclues en 2016 des dispositifs de réduction de peine dans le cadre de laquelle s'applique cette surveillance. Au plan administratif, les mesures individuelles de contrôle et de surveillance apparaissaient pour leur part insuffisantes par leur durée, limitée à 12 mois, et en ce qu'elles n'offrent pas d'accompagnement à la réinsertion. Sur la réinsertion, le travail a été fait, il constitue d'ailleurs un point essentiel du travail mené sur ce texte. En matière de durée, bien évidemment, il est attractif d'envisager une prolongation. Elle pose néanmoins fortement la question de la constitutionnalité d'une durée de 24 mois. La présente proposition de loi permet donc de répondre utilement à ce vide paradoxal et préoccupant. Elle permet, par son article 1er, de créer une nouvelle mesure de sûreté qui donne la faculté aux juges, dans le respect du contradictoire, d'appliquer des obligations en matière de surveillance et de suivi aux condamnés pour terrorisme, présentant, à l'issue de leur peine, une particulière dangerosité, telle que nous l'avons indiqué en commission. Elle renforce utilement, dans un article 2 adopté conforme par notre commission, la mise en œuvre du suivi socio-judiciaire en prévoyant une automaticité de son prononcé, et elle prévoit enfin, après l'adoption d'amendements en ce sens en commission, une inscription bienvenue de certaines obligations de la mesure de sûreté au fichier des personnes recherchées, ainsi que l'application du dispositif dans les territoires ultramarins. Chers collègues, cela a été dit, le présent texte nous place effectivement, Monsieur le garde des Sceaux, sur une ligne de crête en matière de liberté publique. L'utilité du dispositif ne saurait éluder la nécessité de s'assurer du respect des principes fondamentaux de notre droit, et notamment en matière pénale. Certains sur ces bancs ont exprimé la crainte que les obligations de la mesure de sûreté ne s'avèrent être des peines après la peine, contrevenant par là même au principe du non bis in idem. Non seulement l'avis du Conseil d'État affirme très clairement que les mesures visées par la PPL ont exclusivement la nature de mesures de sûreté, non seulement le Conseil constitutionnel n'exclut pas par principe la possibilité pour le législateur de créer des mesures de sûreté, mais les rapporteurs, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, se sont justement employés à renforcer les garanties du dispositif et sa rigueur absolument nécessaire. Je pense aux modifications introduites à l'Assemblée, tenant par exemple à la réduction de la durée maximale globale de la mesure de sûreté, tirant les conséquences des observations de l'avis du Conseil d'État. Ces modifications, conservées par notre commission, renforcent l'assise juridique du dispositif. Je pense également aux garanties introduites en matière de placement sous surveillance électronique mobile, tenant au consentement de la personne et à la réduction de la fréquence de l'obligation de pointage. L'enjeu pour la majorité à l'Assemblée était bien, et nous aurons, je le crois, l'occasion d'y revenir dans les débats entre les deux chambres, de concilier le caractère opérationnel avec la sécurité juridique du dispositif. Notre rapporteure, Jacqueline Eustache-Brinio, que je salue pour le travail qu'elle a mené, a également procédé à des clarifications bienvenues quant à l'articulation de la mesure de sûreté instituée avec les autres dispositifs de suivi et de surveillance en vigueur. En s'intéressant sur la durée initiale,
Elle nous a indiqué vouloir veiller à l'indispensable proportionnalité de la mesure et à sa constitutionnalité. Nous y reviendrons certainement. Finalement, et les éléments que je viens de mentionner l'illustrent bien, un double objectif a guidé les travaux de nos deux assemblées, l'opérationnalité et la constitutionnalité de la mesure de sûreté instituée. Ils continueront, je le crois, à éclairer les échanges entre les deux chambres jusqu'à la commission mixte paritaire qui, je n'en doute pas, aboutira afin de répondre à l'enjeu de protection de la société dans le respect de notre État de droit. Bien évidemment, le groupe La République votera ce texte. Le groupe La République En Marche, absolument. Merci de votre attention. Au bout de 6 minutes d'intervention, c'est tout à fait méritant. Je vous félicite, chers collègues, et je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, chers collègues, puisqu'elle semble partagée. Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Ravier pour 3 minutes. Bonjour Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, quand on entend terrorisme, on pense immédiatement au terrorisme islamiste qui ensanglante notre pays depuis de nombreuses années, mais il n'est pas le seul. Sur le temps de parole qui m'est accordé, je veux apporter par un instant de silence mon soutien à la famille d'Axel Dorier, cette jolie jeune femme de 23 ans, aide-soignante, tout le portrait de ma propre fille. Axel, martyr, victime d'un terrorisme du quotidien qui ne dit pas son nom, celui commis par la racaille, cette racaille qui tue les nôtres partout en France dans le silence de la bien-pensance, l'indifférence de la classe politique et le mépris des officines médiatiques. Que l'on donne les noms, Monsieur le Ministre, que l'on donne les noms et que la justice frappe, qu'elle frappe fort. Depuis la loi de 2008, le mécanisme de rétention de sûreté n'a jamais été mis en œuvre dans une affaire de terrorisme. Depuis l'attentat de Charlie Hebdo en 2015, votre angélisme a coûté à notre pays plus de 250 vies. Il y a 4 ans, le 14 juillet à Nice, 86 personnes étaient assassinées par un terroriste tunisien. Quelques jours plus tard, c'était le père Hamel qui était à son tour assassiné en son église par un djihadiste de 19 ans, Adel Kemish. Preuve éclatante et tragique de l'échec d'une vision idéologique et laxiste de la justice qui s'est obstinée à voir un jeune garçon perdu, là où son CV indiquait qu'elle avait affaire à un assassin endoctriné et déterminé. Ces leçons du passé, écrites à l'encre du sang des innocents, n'ont pas empêché Mme Belloubet d'anticiper la libération de 74 détenus radicalisés, 74 foyers susceptibles de relancer l'épidémie de barbarie. En France, mère des arts, des armes et des lois, fille aînée de l'Église, l'islamisme y est comme un poison dans l'eau. Pour preuve, on apprend que 153 condamnés pour ce même terrorisme vont retrouver leur liberté dans notre pays cette année. Le constat est clair. Les mesures de sûreté à l'issue des peines sont insuffisantes et inadaptées. Face à ces barbares, il faut être impitoyable. Refuser sans aucune exception le retour des djihadistes condamnés à l'étranger, rétablir la perpétuité réelle, déchoir de leur nationalité française les binationaux, expulser les étrangers et instaurer un tracking numérique et un suivi des terroristes avec ou sans leur consentement permettra d'obtenir un mécanisme de sûreté effectif et efficace. Et pour ceux qui auraient commis l'irréparable, si le GIGN, le RAID ou la BRI nous en auraient rapidement et définitivement débarrassés, ce n'est pas moi, mes chers collègues, qui m'en plaindrai. Aux antipodes de ces mesures de bon sens, vous avez rappelé, Monsieur le Ministre, vouloir rapatrier en France les djihadistes ayant fait allégeance à l'État islamique et condamnés à mort en Irak ou en Syrie. Au fond, vous êtes resté dans votre robe d'avocat, honoré de défendre Abdelkader Merah. Le président sera celui de la menace permanente sur les Français, avait annoncé le candidat Emmanuel Macron en avril 2017. Voilà un engagement qu'il aura tenu. Il rejetait le projet d'inventer un programme de lutte contre le terrorisme dans la nuit. Plus de 3 ans sont passés. La nuit n'est assurément pas terminée et le sang français continue de couler. La parole est à Madame Eliane Assassi pour 6 minutes. Madame la Présidente. Waouh.
Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, madame la rapporteure, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues. Alors, pour tout vous dire, je ne vais pas ménager d'effet de surprise en vous disant d'emblée que l'ensemble des membres de mon groupe est opposé à ce texte, non seulement pour les mesures précises qu'il vise à instaurer, mais aussi et surtout pour la vision de notre société dont il est porteur. Car notre rôle de législateur devrait aussi, en tout cas c'est ce que je pense, consister à prendre le recul nécessaire sur les lois que nous faisons et sur leur cohérence globale. Or, l'inflation des mesures pénales ces dernières années est plus que notable, je peux en témoigner, aux états d'urgence sécuritaires successifs, qui ne sont pas seulement propres au champ du terrorisme d'ailleurs, se succèdent aujourd'hui des mesures spécifiques pour encadrer la remise en liberté d'auteurs d'infractions terroristes ayant purgé leur peine. Après avoir décidé en 2016 d'exclure ces condamnés de toute possibilité d'aménagement de peine, on se retrouve donc aujourd'hui face à la problématique de leur sortie dite sèche. La question est à présent de savoir qu'allons-nous faire de ces individus pour qui toutes les mesures prévues lors de leur peine au niveau carcéral ont échoué. Après les quartiers d'évaluation et de prise en charge de la radicalisation, sur lesquels nous demandons un rapport au gouvernement par voie d'amendement, nous créons donc aujourd'hui de nouveaux espaces carcéraux pour évaluer de nouveau ces condamnés afin de décider si ceux-ci présentent un caractère dangereux pour la sécurité de nos concitoyens ou non. Alors que les choses soient claires, mon objectif ne diffère en rien du vôtre. Protéger nos concitoyens de tout nouvel acte barbare est fondamental. À ceci près qu'il s'accompagne d'un autre type d'inquiétude. Au regard de l'accumulation des dispositifs d'exception au droit commun au fil des années, je me demande dans quelle perspective nous avançons et surtout jusqu'où nous irons. Car que nous est-il clairement proposé aujourd'hui ? Ne sachant que faire de ces individus, mais souhaitant tout de même dissiper toute éventuelle peur, légitime ou non, nous les maintenons dans une forme de peine après la peine en restreignant leur liberté sur le fondement non pas des actes qu'ils ont commis, mais des actes qu'on suppose qu'ils pourraient commettre. Initialement, hormis la mesure de prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, les mesures prévues n'étaient que des mesures de contrôle dont l'intérêt en termes de réinsertion est quasi nul. Nous pouvons reconnaître l'apport de la commission des lois en ce sens, qu'elle a enrichi le volet réinsertion. Pour notre part, nous avons toujours été, et nous continuons de l'être, opposés aux mesures de sûreté en général, considérant qu'un individu ayant purgé sa peine est quitte, libre de trouver sa voie de réinsertion dans notre société. Créé en 2008 sous Nicolas Sarkozy, le principe des mesures de sûreté était à la base destiné aux condamnés en fin de peine jugés dangereux pour des motifs psychiatriques. Lors de l'adoption de la rétention de sûreté, les sénatrices et les sénateurs de mon groupe alertaient déjà sur les dérives vers une justice prédictive sous couvert de prévention. Au même moment, et je le citerai moi aussi, le sénateur Badinter dénonçait de son côté une période sombre pour la justice, insistant sur le brouillard dans lequel cette détention pour dangerosité hors de toute infraction allait plonger la justice dont les fondements étaient atteints. Aujourd'hui, en pointant avec force la récidive probable, n'envoie-t-on pas aux condamnés qui ont purgé leur peine le signal qu'ils sont suspectés à vie et en quelque sorte rejetés de la République? D'autant qu'il faudrait réaliser une vaste étude sur les risques réels de récidive des personnes condamnées pour des actes terroristes en France. La Belgique l'a réalisé et a publié un rapport cette année qui révèle que le taux de récidive de ces détenus est très faible comparé à celui des détenus dits classiques, 3% contre 50%. Aussi, dans la mesure où la spécificité des crimes et délits terroristes reste à démontrer en termes de passage à l'acte et de réitération, n'aurait-il pas été plus efficace de maintenir ces condamnés dans le droit commun et de leur permettre ainsi l'accession aux aménagements de peine, comprenons-nous bien, des aménagements préparés, adaptés à leur personnalité et individualisés et dont tout manquement pourrait être rapidement repéré ou sanctionné. Cela ne serait-il pas plus à même de prévenir la récidive que des mesures de pur contrôle et de stigmatisation? Vraiment, je m'interroge. En outre, nous pensons que ce que révèle cette proposition de loi, c'est quand même l'échec du temps pénitentiaire, et les vraies questions auxquelles ce texte ne répond pas sont nombreuses.
Autant que faire se peut, comment prévenir les actes de terrorisme? Quels moyens, par exemple, pour nos services de renseignement? Comment réinsérer dans notre société des individus condamnés pour de tels faits? Sûrement pas en les obligeant pendant plusieurs années à se rendre jusqu'à 3 fois par semaine dans un commissariat pour justifier leur présence, obstacle évident à la reprise d'une vie active et socialisante. C'est pourtant l'une des obligations que tente à mettre en œuvre cette proposition de loi et dont nous proposerons la suppression. Quels moyens sont donnés aux services pénitentiaires pour le suivi des personnes condamnées et quelles sont les modalités de suivi? Alors, de nombreux rapports ont été faits sur le sujet du traitement de la radicalisation, notamment d'initiatives parlementaires. Et à chaque fois, ceux-ci ont retenu l'attention de la chancellerie, mais jamais aucune recommandation n'a trouvé sa concrétisation avec la mise en œuvre de mesures idoines. Avec cette proposition de loi, une fois encore, aucune recommandation faite n'est prise en cause. J'ose la question, pourquoi? Monsieur le garde des Sceaux, lors de vos premières questions d'actualité dans nos murs, vous évoquiez le difficile, et vous l'avez refait, équilibre à tenir entre liberté et sûreté dans le cadre de mesures post-pénales. Cet équilibre est-il satisfaisant selon vous avec les mesures qui nous sont aujourd'hui proposées? Une citation. « La punition n'a jamais constitué un mode de dissuasion et n'apporte qu'un mince réconfort à une victime déjà morte », explique l'un des personnages dans l'introduction de Minorité, je vais y arriver, report de Philippe Cadic. De la fiction à la réalité, le pas est presque franchi avec les dispositions que propose ce texte. Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, chers collègues, tous ici, nous soutenons la lutte de notre nation contre le terrorisme. Tous ici, nous pensons aux victimes, à leurs familles, à leurs amis, dont parfois nous sommes. Tous ici sommes profondément reconnaissants à nos soldats et à nos forces de sécurité qui s'exposent et luttent au quotidien. Mais aujourd'hui, comme législateurs, notre responsabilité est toute particulière. Tenter de rendre plus efficace l'arme judiciaire contre le terrorisme et plus particulièrement protéger nos compatriotes d'un risque de récidive terroriste. Vaste ambition. Nous voilà avec ce texte, cela a été déjà dit, devant une difficulté. Le risque de récidive délinquante relève dans les faits de la prévision, voire de la prédiction, et nous parlons avec ce texte d'ordonner des sanctions nouvelles, restrictives de liberté à des personnes qui, condamnées, ont déjà effectué la totalité de leur peine, qui plus est, avant que la loi dont nous débattons ne soit votée et donc avant leur condamnation. Vous-même, Monsieur le garde des Sceaux, avez rappelé il y a seulement 3 jours combien vous étiez opposé en son temps à la rétention de sûreté durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, vous opposant justement à cette sanction après la sanction. Car imposer des mesures restrictives de liberté à un être humain auquel aucune infraction n'est imputée, simplement de crainte qu'il n'en commette une nouvelle, conduit à quitter le terrain des faits pour le diagnostic aléatoire au nom d'un principe de précaution élargi à la justice pénale. Vous l'avez d'ailleurs parfaitement résumé hier lors de votre audition à la Commission des lois, lorsque, répondant au député Diard, vous avez indiqué « Attendez-vous des juges, des magistrats et du garde des Sceaux qu'ils soient un médium capable d'endiguer des velléités de nouvelles infractions ?» Ce n'est que ça la question, et je vais vous dire, la sécurité absolue, c'est l'enfermement à vie pour tout le monde, alors là, vous n'aurez plus aucun problème. Au fil des années, des lois, des événements tragiques que notre pays a connus, nous avons créé, renforcé, ajouté des modalités de poursuite, de sanctions, de suivi des personnes coupables de faits terroristes. Ce faisant, nous avons mêlé justice administrative et justice judiciaire, juge d'application des peines, parquet, suivi socio-judiciaire, régime spécial de réduction des peines et aujourd'hui, nul n'est plus capable d'évaluer l'efficacité de ces dispositions. Mais chaque majorité veut laisser son empreinte, donner à voir sa détermination, même par un texte inapplicable ou fragile au regard de nos principes constitutionnels. Devons-nous, au Sénat, participer à cela? Je ne crois pas. Devons-nous transiger avec les principes de notre droit, la légalité de la peine, notre bis in idem, la non-rétroactivité de la loi pénale? Je ne crois pas. Devons-nous tenter d'éviter la guerre au prix du déshonneur pour récolter au final et la guerre et le déshonneur? Je ne crois pas. Le Conseil national des barreaux nous appelle à refuser la peine après la peine. Le Conseil d'État, de manière assez obscure, convenons-en, a tenté d'accepter la qualification de mesure de sûreté des dispositions proposées, tout en reconnaissant que la frontière n'était pas nette, tout en se montrant très prudent, et c'est un euphémisme, sur le dispositif envisagé. Il rappelle de plus
que pour l'essentiel, les dispositions contenues dans cette proposition de loi existent déjà et que la complexité, ça a été rappelé à l'instant par un de nos collègues, qui en résulterait pourrait affecter l'efficacité de la politique de l'État. Les propos tenus par votre prédécesseur dans l'hémicycle de l'Assemblée, Monsieur le Ministre, étaient eux aussi empreints d'une réserve à peine dissimulée, évoquant la fragile équilibre du texte et la superposition de mesures susceptibles d'être appliquées aux mêmes fins. C'est pour ces motifs, je le dis aujourd'hui, et je l'annonce au Sénat, que le groupe socialiste saisira le Conseil constitutionnel de ce texte une fois voté, aux fins d'examen de sa conformité à l'état de droit. Votre prédécesseur rappelait devant l'Assemblée la nécessité d'une évaluation des dispositifs existants. Alors je le dis de manière un peu solennelle, Monsieur le Ministre, allez-vous pour votre premier texte apposer votre signature sur un texte tout à la fois en rupture avec nos principes, incantatoire quant à ce champ d'application, fictif du point de vue de l'efficacité de l'action de l'État et de la lutte contre la récidive, et un texte qui ouvre un précédent auquel il vous sera impossible de résister. Son unique et maigre vertu est d'afficher sur le plan politique que cette majorité agit contre le risque terroriste comme si ces quelques mots, un seul article de loi, valaient démonstration. Monsieur le garde des Sceaux, le 17 juillet, lors de votre déplacement au tribunal judiciaire de Paris, vous disiez à un journaliste l'accompagnant d'un geste illustratif de la main « Voyez-vous, monsieur, il y a une toute petite règle dans notre Constitution, dans notre République, une petite bricole, vous faisiez ce geste-là, qui s'appelle la Constitution. Pour notre part, nous ne succombons pas et défendons coûte que coûte dans ces périodes difficiles les principes fondateurs de notre État de droit. Et comme l'a dit dans cet hémicycle, en 2008, Robert Badinter, sénateur, au sujet de la rétention de sûreté, l'homme dangereux va désormais remplacer l'homme coupable devant notre justice. Avec ce texte, nous y sommes. Voilà pourquoi le groupe socialiste votera contre ce texte. Merci. La parole est à Monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, je voudrais répondre à Madame la sénatrice Assassi, à Monsieur le sénateur Lecomte, à Madame la sénatrice de La Gontrie. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes sur une ligne de crête. Ce constat de facto exclut les vociférations compassionnelles, tant il est vrai d'ailleurs que tout ce qui est excessif n'est pas crédible. Vous avez rappelé mes propos d'hier, si la répression féroce était la garantie de la rémission des crimes, pardon, il y a des siècles que ça se saurait. Alors, évidemment, j'ai bougé sur le sujet. Non, mais on peut aussi réfléchir, et je vais vous dire pourquoi j'ai bougé sur le sujet. Non, laissez-moi vous répondre sans être interrompu. Vous pourrez considérer que mon cheminement intellectuel n'est pas le fruit d'une vérité que je vais vous soumettre à l'instant. J'ai fait part de ces réflexions à Monsieur le Président Bas et je voudrais vous soumettre mes réflexions. J'étais totalement opposé à la rétention de sûreté, en ce que on n'enfermait pas un homme pour ce qu'il avait fait, mais à raison de ce que putativement il pouvait faire. J'ai à l'esprit aussi cette formule que nous connaissons tous de Benjamin Franklin qui dit qu'un peuple qui est prêt à sacrifier un peu de sa liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Mais première réflexion, il ne s'agit pas ici d'une détention. Pardon, et c'est singulièrement différent. Deuxième réflexion, le juge de l'ordre judiciaire, garant de la liberté, est associé à ce placement sous bracelet qui, je le rappelle, n'est pas obligatoire. Mais justement, ça change tout, parce que dans quelle situation on se trouve? Monsieur le sénateur, laissez-moi répondre, j'en ai pour 2 secondes. Dans quelle situation se trouve-t-on aujourd'hui? Dans quelle situation se trouve-t-on si cette loi n'est pas votée? Un terroriste condamné sort. Il va faire l'objet d'une surveillance par les services de renseignement. Surveillance, pardon, qui peut être attentatoire à sa liberté. On va pouvoir l'écouter dans des conditions que nous savons, autorisation administrative. Bien. Moi, je préfère
que cela se fasse sous le contrôle du juge judiciaire. Et voilà pourquoi, après avoir mûrement réfléchi à tout cela, je suis évidemment favorable à ces nouvelles dispositions. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça n'est pas avaler son chapeau parce que je suis devenu ministre. Si vous ne faites pas la différence, entre une rétention. Alors moi je disais à l'époque, je me souviens des mots que je prononçais à l'époque, je dis mais enfin, vous dites que ça n'est pas une nouvelle peine, enfin le type reste dans la même cellule, il va manger la même gamelle, pardonnez cette familiarité, il va voir les mêmes gardiens de prison, vous me dites que ça n'est pas une privation de liberté. On fait quand même bien le distinguo, vous et moi, entre le bracelet facultatif et la prison et l'emprisonnement. Voilà pourquoi je suis favorable. Alors, je veux dire, il y a une autre réflexion qu'on aurait pu conduire, je ne l'ai pas entendue ici, c'est sur l'efficacité. Certains pourront me dire, oui, ça n'est pas très efficace. D'ailleurs, ce malheureux prêtre qui a été égorgé l'aurait été, de ce que je sais, par un homme qui portait un bracelet. Certes. Mais il y a peut-être un certain nombre d'infractions qui ne seront pas commises à raison du port de ce bracelet. Et ce chiffre-là, pardon de vous le dire, nous ne le connaîtrons évidemment jamais. Voilà pourquoi je redis qu'on est sur la crête. Je sais que toutes ces questions de liberté sont des questions absolument essentielles. Voilà ma position, je vous en fais part. C'est un cheminement, un long cheminement, mais je fais le distinguo, et je vous demande de le faire, entre le bracelet électronique et la prison. Merci, Monsieur le Ministre. La discussion générale est close. Et nous passons à la discussion du texte de la Commission. À l'article 1er... Pardon, Monsieur le Président Bas, je vous en prie, excusez-moi. Je vous remercie puisque nous abordons maintenant la discussion des articles. Je veux revenir sur plusieurs points qui ont paru essentiels à la Commission. Parce que personne ne peut nier que la démarche dans laquelle nous sommes engagés est une démarche délicate. Il s'agit d'être particulièrement attentif à des anciens condamnés qui ont purgé leur peine et qui sont donc en règle avec la justice, mais qui peuvent présenter une forte dangerosité. Et d'un autre côté, la liberté que tout citoyen a le droit de pouvoir exercer à partir du moment où il est en règle avec la justice. C'est donc très délicat comme démarche. Et si nous nous sommes engagés dans cette démarche, ça n'est pas sans prendre un certain nombre de précautions. Je suis d'ailleurs très heureux que notre collègue de l'Assemblée nationale, l'auteur de la proposition de loi, Mme Yaël Braun-Pivet, qui s'est d'ailleurs, je pense, inspirée de nos propres travaux quand elle a rédigé son texte, ait pris la précaution de le soumettre au Conseil d'État, lequel a rendu un avis circonstancié de 13 pages, qui n'est pas un brevet de constitutionnalité et de conventionnalité, qui soulève un certain nombre de problèmes, lesquels ont été examinés par plusieurs de nos collègues, mais qui montre aussi le chemin possible pour permettre de concilier les deux exigences que j'ai rappelées, celle de la liberté et celle de la protection de la société. Je crois qu'il faut reprendre très précisément les choses, parce que ce n'est pas avec des incantations ou des réquisitions que nous allons régler le problème de cette proposition de loi, mais en étant précis sur les dispositions qui sont prises, la nature des restrictions aux libertés qui seraient autorisées et les garanties qui sont apportées pour que ces restrictions ne soient pas excessives. Il y a plusieurs points qu'il faut examiner. Le premier point, c'est: est-ce qu'on est entré avec cette proposition de loi dans un régime qui consisterait à faire en sorte qu'un condamné qui a purgé sa peine soit de nouveau condamné pour les mêmes faits, pour le même crime ou pour le même délit? Alors là, mes chers collègues, je veux absolument vous rassurer, la réponse est non. Et il n'y a pas de nuance à cette réponse. Ce qui est prévu, c'est bien le respect de cette règle essentielle de l'état de droit, non bis in idem, parce qu'il s'agit d'une mesure de surveillance et non pas de rétention. Le garde des Sceaux vient de le rappeler. Il s'agit d'une mesure donc qui ne prive pas de sa liberté l'ancien condamné, mais qui restreint cette liberté. Il s'agit d'une mesure aussi d'accompagnement psychologique et social, dont la mise en œuvre va être assurée par le service pénitentiaire de l'insertion et de la probation, dont la vocation est d'accompagner les anciens détenus
dans la démarche de réinsertion. Il s'agit d'une mesure, par conséquent, qui laisse sa liberté, mais peut inciter l'individu à faire les démarches nécessaires, professionnelles, de formation, de soutien psychologique, qui vont contribuer à faciliter sa réinsertion. Eh bien, de telles mesures ne peuvent en aucun cas être interprétées comme des peines. Et le travail spécifique de la commission des lois du Sénat et de notre rapporteur a consisté à renforcer le caractère de mesure de surveillance et d'accompagnement du dispositif proposé par la proposition de loi. Donc, je crois qu'il faut cesser de considérer les mesures proposées comme constitutives d'une peine, parce qu'elles n'en sont pas. Le deuxième point, qui me paraît vraiment très important, c'est d'apprécier si oui ou non il est nécessaire d'intervenir aujourd'hui par la loi, parce que, vous l'avez rappelé plusieurs d'entre vous, il y a d'autres dispositifs. Alors voyons très précisément si ces autres dispositifs sont pertinents, s'ils nous permettront de réaliser cette conciliation entre la protection de la société et la liberté de quelqu'un qui a purgé sa peine. Moi, je crois que la loi de 2015 sur le renseignement, dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur devant vous, la loi qui a institué à l'automne 2017 les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, et la loi de 2016 contre le terrorisme ne répondent pas à la préoccupation qui est la nôtre quand nous défendons cette proposition de loi. Je reproche chacun de ces textes, en commençant par le dernier. Précisément, la loi de 2016 contre le terrorisme a prévu, au moment où on prononce la condamnation, de prévoir la mesure de sûreté. Et donc, ceux qui ont été condamnés avant l'entrée en vigueur de cette loi ne peuvent faire l'objet des mesures prévues par cette loi. Donc, cette loi n'est pas pertinente pour régler le problème des quelques 150 condamnés qui vont être libérés en 2020, 2021 et 2022. Nous avons besoin d'un autre dispositif. Alors, est-ce que nous pouvons nous contenter des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance qui ont été prévues temporairement par la loi qui a permis de sortir de l'état d'urgence pour la lutte contre le terrorisme à l'automne 2017 ? Eh bien, je dois répondre en réalité que ces lois n'ont pas le même objet. D'abord, dans les mesures de surveillance qui sont prévues, il n'y a pas de mesure d'accompagnement à la réinsertion. On ne se donne pas la chance d'essayer au moins de ramener à une vie normale un ancien condamné pour complicité de terrorisme. Et donc, déjà, ce dispositif est un dispositif qui ne couvre que partiellement les finalités que nous voulons réaliser. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, les mesures de surveillance qui sont prévues par cette loi de 2017, elles sont plus sévères encore que celles que nous proposons. Nous pourrons d'ailleurs permettre à l'État d'y recourir. Elles sont à la fois plus sévères parce qu'elles permettent l'assignation à résidence et parce qu'elles peuvent imposer un pointage quotidien dans les services de police ou de gendarmerie, et elles sont de nature administrative, c'est-à-dire que le juge n'intervient pas. Eh bien, nous proposons, pour améliorer les garanties offertes de respect des libertés, qu'au lieu de prendre des mesures purement administratives, ce soient des mesures judiciaires et contrôlées par une juridiction qui soit appliquée. Ainsi, on protège mieux les libertés que si on s'en remettait purement et simplement, comme certains d'entre vous paraissent l'avoir suggéré, aux mesures d'ordre administratif que notre arsenal juridique prévoit. Il y a enfin la loi sur le renseignement. Mais je connais bien cette loi, on en a parlé tout à l'heure, mais elle mobilise des moyens extrêmement importants. Est-ce qu'il n'est pas plus raisonnable de prendre une mesure de surveillance et d'accompagnement pour les anciens condamnés ayant purgé leur peine, et dans l'hypothèse où ils se conduiraient d'une manière qui renforcerait les soupçons de risque de récidive, à ce moment-là, de mobiliser des moyens de surveillance complémentaires, très forts, très intenses, qui demandent également une mobilisation importante de personnel. Je crois en réalité que la nécessité de la loi que nous allons débattre, elle est entièrement contenue
quand on compare les dispositifs existants avec celui que cette proposition de loi a suggéré de mettre en place. Enfin, est-ce que les mesures sont proportionnées ? Eh bien, je crois qu'elles le sont, en effet. Elles sont moins restrictives que d'autres, j'ai essayé de le démontrer, avec une garantie judiciaire qui n'existe pas pour les mesures administratives. Et par conséquent, on peut considérer en effet qu'elles sont à la fois proportionnées, nécessaires et respectueuses de la règle non bis in idem. Je crois que si nous nous en tenons à ces constatations, nous devrons adopter ce texte avec les amendements qui ont été proposés par notre rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous examinons à l'article 1er un amendement 3 rectifié bis. Et c'est Monsieur Gold qui va nous le présenter. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi, les magistrats auditionnés ont souligné à quel point la définition de la particulière dangerosité est difficile pour justifier la mise en place de mesures de sûreté à l'issue de la peine. La probabilité très élevée de récidive, un des critères cumulatifs retenus, est elle-même très difficile à évaluer et cette mention semble surabondante au regard de la finalité du dispositif explicité par le même alinéa. L'autre critère, l'adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, n'est guère plus satisfaisant. Comment se mesure une telle adhésion ? Par des faits, par des prises de position ? Dans le premier cas, compte tenu de la privation de liberté de la personne incarcérée, il sera difficile de recueillir des éléments tels que la consultation régulière de sites promouvant le terrorisme ou la participation à la préparation d'attentats. Dans le second cas, soit l'adhésion est dissimulée et donc très difficile à établir, soit elle est explicitée et peut donc faire l'objet d'une nouvelle condamnation. Pour être efficaces, ces mesures nécessitent en outre le déploiement de moyens importants dans le renseignement pénitentiaire et dans les juridictions. L'amendement vise donc à soutenir l'objectif partagé par les auteurs de la proposition de loi de renforcer la prise en charge des personnes condamnées pour des faits de terrorisme, mais considère que ces dispositions sont de nature à complexifier les outils judiciaires et administratifs existants. Un renforcement des moyens à l'appui des dispositifs existants devrait donc être recherché avant toute nouvelle modification législative. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la Commission sur cet amendement ? Chers collègues, c'est vrai que l'Assemblée nationale comme le Sénat se sont efforcés de caractériser évidemment le plus précisément possible la notion de particulière dangerosité, afin d'éviter évidemment tout risque d'arbitraire. Le texte de la Commission propose un équilibre à la fois opérationnel et sécurisant sur le plan constitutionnel. Donc votre amendement vise effectivement à remettre en cause tout ce travail que nous avons mené pour effectivement apporter une définition la plus proche possible et la plus en tout cas applicable possible. Donc en supprimant les caractères permettant d'établir la dangerosité d'une personne, il laisse aux autorités judiciaires un très large pouvoir d'appréciation et en tout cas il me semble que cela fragilise fortement la mesure sur le plan constitutionnel. Donc je vous demanderai soit de retirer votre amendement, en tout cas j'y émets un avis défavorable. Merci. Monsieur le Ministre, quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ? Sénateur, vous proposez un amendement tendant à supprimer la définition de ce qui caractérise la particulière dangerosité des personnes pouvant faire l'objet de ces nouvelles mesures de sûreté. Cette définition me semble pourtant indispensable. En effet, la caractérisation de la dangerosité est un élément central du nouveau dispositif, puisqu'elle permettra le prononcé de mesures restrictives de liberté à l'encontre de personnes qui ont terminé d'exécuter leur peine à raison de la menace grave pour l'ordre public qu'elle présente. C'est la raison pour laquelle il apparaît nécessaire de définir le plus précisément possible comment cette dangerosité doit être appréciée par les juridictions qui auront à se prononcer sur ces nouvelles mesures de sûreté. J'émets donc un avis défavorable à cet amendement. Monsieur Lecomte, pour une explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, j'ai évoqué ce sujet tout à l'heure dans la discussion générale, mais je vais faire quelques précisions parce que il me semble que pour caractériser les éléments de dangerosité, il faudra qu'il y aura un contradictoire. Comment garantir ce contradictoire et l'efficacité de ce contradictoire dès lors qu'une partie des sources voudront être protégées?
une partie des informations qui permettraient de dire que la personne effectivement représente un risque viennent de nos services de renseignement et ne se trompent pas. Les mettre en expliquant d'où ça vient, comment ils l'ont obtenu, et si à chaque fois c'est la même chose, quelle est l'efficacité de ce type de mesure? Donc garantir le contradictoire, je suis sûr que vous y êtes attaché, mais je pense qu'en garantissant le contradictoire, cette mesure est morte-née, pour laquelle cet article n'a aucun sens. S'il n'y a pas d'autres demandes... Monsieur le ministre, je vous en prie. Oh, très très brièvement. Je crois, monsieur le sénateur, qu'il y a une évaluation qui dure 6 semaines, des psychologues, des psychiatres. Ça permet quand même d'avoir une base de réflexion sur la façon dont on peut caractériser une dangerosité. C'est d'ailleurs comme ça que ça se passe pour les droits communs. Hein. Ils font l'objet d'une matière criminelle, expertise psychiatrique et psychologique obligatoire. Et vous avez parfois, dans les conclusions du psychiatre, du psychologue, voire des deux, un certain nombre de choses qui sont dites sur la dangerosité de l'accusé. Donc voilà ce qui permet d'évaluer les choses. Et puis ensuite, il y a le contradictoire. Et puis ensuite, il y a ce que dit l'intéressé lui-même. Parce que s'il persiste à dire qu'il est toujours dans cette idéologie, il n'y a même plus de discussion sur la dangerosité, pardonnez-moi. Monsieur Gold, vous avez demandé la parole pour une explication de vote. Non, tout simplement pour vous dire, Madame la Présidente, que je retire cet amendement. Merci. Le 3 rectifié bis est retiré. Nous examinons toujours à l'article 1er un amendement numéro 1. C'est Madame Gréaume Michel Gréaume qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur le Président Bas, Monsieur le Garde des Sceaux, chers collègues. Comme Madame Assassi, présidente de notre groupe, l'a souligné tout à l'heure, l'alinéa 17 correspond à l'une des 11 mesures de sûreté possibles que peut ordonner la juridiction régionale de la rétention de cette sûreté sur réquisition du procureur de la République et qui consiste pour le condamné qui a purgé sa peine à se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie dans la limite de 3 fois par semaine. Si bien d'autres mesures sont contestables, sans parler de la logique globale du système qui nous est proposé, nous estimons qu'il s'agit là d'une des mesures les plus attentatoires à nos libertés fondamentales, notamment celle d'aller et venir. Comment penser pouvoir réinsérer dans notre société des individus condamnés pour de tels faits en les obligeant, possiblement pendant plusieurs années, à se rendre jusqu'à 3 fois par semaine dans un commissariat pour justifier leur présence, soit 1 jour sur 2 pratiquement. Je le répète, il s'agit là d'un obstacle évident à la reprise d'une vie active et socialisante. En outre, je dois dire que ce millefeuille de mesures, tantôt administratives, tantôt judiciaires, des mesures individuelles de contrôle administratif au suivi socio-judiciaire, en passant par les nouvelles mesures de sûreté que propose ce texte, est nuisible à la bonne compréhension du système dans sa globalité et de notre politique pénale en la matière. Le Conseil d'État lui-même semble perplexe, indiquant dans son avis que la complexité peut aussi nuire à l'efficacité de l'action de l'État prise dans ses fonctions administratives et judiciaires lorsqu'elle appelle l'intervention d'autorités ou de services différents entre lesquels la nécessaire coopération reste à construire. Il faudra, Monsieur le Garde des Sceaux, que vous nous éclairiez de manière assez précise sur les subtilités qui différencient l'ensemble de ces mesures et sur leur cohérence finale. Merci. C'est pourquoi nous demandons de retirer cet alinéa. Merci. Merci. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la Commission sur cet amendement? Moi, je voudrais juste dire 2 mots à notre collègue. Je pense que nous parlons de personnes qui ont été condamnées pour terrorisme, qui sont donc rentrées dans une idéologie. C'est pas rien de le dire. Et je pense que le contrôle, il est essentiel. Ce qu'on souhaite tous, c'est que ces personnes retrouvent le chemin normal de la vie. Ça, c'est aucun souci avec ça. Sauf que, personne ici ne peut mesurer le degré de déradicalisation et comment ils ont pu échapper à cette idéologie qui les a menés à des actes
quand même qu'on ne peut pas oublier. Donc le contrôle, il permet quoi? Il permet de temps en temps de mesurer soit une situation qui s'aggrave, soit une situation qui s'améliore en termes d'adhésion à cette idéologie. Et rien d'autre qu'un contrôle, rien d'autre qu'un contact physique permet de le faire. C'est juste ça. Donc bien évidemment, nous proposerons un avis défavorable à cet amendement. Monsieur le ministre, quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement? Madame la sénatrice, votre amendement tend à supprimer l'obligation de pointage. Puis-je vous rappeler que cette mesure est toujours révisable à la demande de l'intéressé et que c'est un juge de l'ordre judiciaire qui statue? Je suis donc, vous l'avez compris dès cet instant, totalement défavorable à cette suppression. Y a-t-il Madame Gréaume, pour une explication de vote. Excusez-moi, je vous ai bien entendu, je vous comprends quand vous me parlez de contrôle, je comprends tout à fait. Sauf qu'il y a différentes façons que vous pouvez contrôler. Quand si une personne, on veut qu'elle soit réinsérée dans la vie actuelle, qu'elle parte travailler ou qu'elle parte en formation, vous pouvez voir si elle est là ou pas. Voilà. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Oh, Monsieur le ministre, je vous en prie. Pardonnez-moi, mais le travail effectif, la socialisation, ce sont des éléments que le juge prendra forcément en considération. On préfère avoir un ancien islamiste radical qui travaille et qui se réinsère que quelqu'un qui est dans l'oisiveté. Donc ça, ce sont des éléments objectifs que le juge peut et doit prendre en considération, évidemment. Donc 3 fois, c'est le maximum, c'est révisable, et il y a un juge de l'ordre judiciaire qui contrôle ça. Je vais mettre aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous examinons à présent l'amendement 4 rectifié bis. C'est Monsieur Gold qui va nous le présenter, je vous en prie. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le présent amendement vise à rétablir la durée initiale des mesures de sûreté susceptibles d'être prononcées à l'issue de la peine à 1 an, comme prévu par les auteurs de la proposition de loi. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la Commission sur cet amendement? Juste rappeler que, effectivement, c'est la Commission des lois du Sénat qui a procédé à cet allongement afin de rendre ce dispositif, à notre sens, plus opérationnel et suite surtout à des auditions que nous avons menées. La durée d'1 an imposerait en effet d'initier le renouvellement de la mesure dès son prononcé pratiquement, avant même que ne puisse être appréciée l'évolution de la personne concernée. C'est-à-dire que voilà, l'évaluation se ferait sur un temps très court. Voilà, donc c'est ce qui nous a posé problème. Donc j'ajouterais que la durée de 2 ans ne semble pas disproportionnée par rapport au dispositif existant. Par exemple, la surveillance de sûreté est ainsi, elle aussi peut être prononcée pour une durée initiale de 2 ans. Donc pour ces raisons, j'émets un avis défavorable à votre amendement. Monsieur le ministre, quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement? Monsieur le sénateur Gold, vous proposez un amendement ayant pour objet de rétablir la durée initiale de la mesure de sûreté à une durée d'1 an. La commission des lois du Sénat a fait choix d'augmenter la durée initiale de la mesure de sûreté à 2 ans. Si je comprends les préoccupations opérationnelles qui l'ont conduite à retenir cette durée, je pense qu'une telle augmentation pourrait fragiliser la solidité juridique du dispositif. D'un point de vue opérationnel, les mesures de sûreté ne pourront être renouvelées qu'après une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée et à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel la personne condamnée sera obligatoirement assistée par un avocat. Ça représente en effet des contraintes pour l'administration pénitentiaire et pour l'autorité judiciaire. Néanmoins, le renouvellement régulier de la mesure par l'autorité judiciaire constitue une garantie importante pour assurer une conciliation équilibrée entre la prévention des atteintes à l'ordre public et le principe selon lequel la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. À titre de comparaison, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ont été déclarées conformes à la Constitution, sont prononcées pour une durée initiale de 3 mois. Pour ces raisons, je suis favorable à cet amendement qui permet de revenir à une durée initiale d'1 an. Monsieur Lecomte, pour une explication de vote. Merci Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, cet amendement là aussi souligne une difficulté parce que j'étais présent au moment des auditions de Madame la rapporteure et
nous savons pourquoi elle a présenté cet amendement. Je ne souhaite pas défendre ces dispositions après ce que j'ai dit en discussion générale, mais ça a une certaine logique dans la mesure où il nous a été expliqué que pour pouvoir faire une deuxième année de mesures de sûreté, il fallait en réalité engager une demande de renouvellement dans les 2 ou 3 mois maximum qui suivaient la libération de la personne. Et que par conséquent, c'était quand même très compliqué. C'est la raison pour laquelle la rapporteure a fait ça. Mais ça montre aussi que ce système est complètement bancal. Surtout que, monsieur le garde des Sceaux, tout à l'heure, quand je vous posais la question de la dangerosité, là encore, nous avons énormément de témoignages qui nous ont dit oui, dans le cas des délinquants sexuels, effectivement, une évaluation psychiatrique, on peut considérer qu'elle correspond effectivement à une évaluation nécessaire. Mais dans le cas de situations d'anciens condamnés pour terrorisme, ce n'est pas pareil et ce n'est pas aussi simple. Et ce sont d'autres éléments d'information qui méritent d'être pris en compte. Donc, finalement, cet amendement souligne la fragilité du dispositif et le fait qu'on ne peut pas compter sur ce type de mesures qui heurtent de front nos principes républicains et nos principes d'état de droit. On ne peut pas compter sur ce type de mesures pour assurer une meilleure sécurité, compte tenu finalement de toutes les contraintes qui pèsent sur cela. Madame de La Gontrie, pour une explication de vote, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Il faut qu'on ait bien à l'esprit la temporalité dans laquelle nous nous trouvons. Ce qui est très, je vous le dis, Monsieur le garde des Sceaux, visiblement votre conseiller est absolument passionnant, mais du coup c'est très troublant quand on essaye de vous convaincre. Enfin bon, bah oui, ben moi vous savez, je suis une petite chose fragile, j'essaye de convaincre. Je disais donc que la temporalité est la suivante. Nous sommes au cours de la détention. C'est à ce moment-là que l'examen a lieu. Tout à l'heure, Monsieur le garde des Sceaux a dit quelque chose qui m'a troublée parce que ce n'est pas ce que j'avais compris du texte. Il a fait référence à une expertise. Mais que je sache, il n'y en a pas. C'est bien d'ailleurs tout le problème. C'est qu'il y a une espèce de nébuleuse d'indication qui permet éventuellement aux magistrats de penser que. Et il y a une grande difficulté d'objectivation de la circonstance. Alors cet amendement propose de réduire à 1 an, et je pense que c'est normal parce que dans ce texte qui déjà est complexe, il est expliqué qu'il faudra s'appuyer sur des éléments actuels et circonstanciés. Donc nécessairement, les éléments actuels et circonstanciés, ce ne sont pas des éléments qui se tiennent 2 ans plus tard. J'indique, puisqu'il n'y aura pas d'expertise, que ce sera sur la base de témoignages qui seront les témoignages des chefs de détention. Donc tout ça rend quand même l'opération assez complexe. Et pour le coup, je pense qu'il faut absolument que nous réduisions à 1 an de manière à ce qu'il y ait un réexamen régulier. Vous l'avez dit, Monsieur le garde des Sceaux d'ailleurs, enfin je l'ai compris comme cela, un réexamen régulier et contradictoire de la situation tous les ans et non pas tous les 2 ans. Monsieur de Belenet, pour une explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. Je voterai cet amendement. J'entends l'objectif poursuivi par la Commission, qui est celui de l'efficacité, de l'opérationnalité. Il est tout à fait tentant. Je partage avec l'orateur du groupe socialiste tout à l'heure la préoccupation que ce texte ne soit pas sanctionné au regard de la Constitution. Et le principe de proportionnalité, par cet amendement, me semble consolidé. Et je m'étonne qu'on puisse nous dire, en discussion générale au plateau, engager un recours devant le juge constitutionnel et tergiverser lorsque le garde des Sceaux nous indique un avis favorable à cet amendement qui sécurise constitutionnellement les choses. Je note que notre collègue, qui est très sensible aux interventions ou à l'oreille du ministre à l'attention de ses conseillers, et à laquelle je m'adressais particulièrement, préfère discuter avec son collègue. Moi aussi, je suis une petite chose fragile, cher collègue. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote?
Je n'en vois pas. Je vais mettre aux voix cet amendement avec un avis défavorable de la commission et un avis favorable du Gouvernement. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'article 1er. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Qui est pour son adoption? Qui est contre? L'article est adopté. Après l'article 1er, un article additionnel, un amendement numéro 2. C'est Madame Benbassa qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente. 6 quartiers d'évaluation de la radicalisation ont été mis en place à partir de 2016 sur tout le territoire. L'évaluation dure 4 mois pendant lesquels il est procédé à de longs entretiens. Éducateurs, psychologues, référents religieux et conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation interviennent afin de croiser les regards sur la situation et l'évolution des condamnés. En ce sens, l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaire participent à des formations spécifiques construites sur la thématique de la radicalisation violente. Le but est d'évaluer le niveau d'honnêteté du détenu et sa potentielle capacité de dissimulation, cette pratique étant répandue chez les personnes radicalisées. Viennent ensuite l'évaluation du niveau de dangerosité, la probabilité de passage à un acte violent, puis le niveau de prosélytisme. À la suite de ces évaluations, les personnes ancrées dans un processus de radicalisation violente présentant une forte imprégnation idéologique et prosélytes sont affectés en quartier de prise en charge de la radicalisation, les QPR, étanches du reste de la détention. Cela concerne 15% des détenus de QER. Face à tout ce dispositif dont les rouages semblent pourtant bien huilés, on nous propose aujourd'hui de mettre en place 2 nouveaux sas d'observation dans lesquels les détenus seront évalués 6 semaines afin de déterminer leur niveau de dangerosité et les mesures de sûreté qui leur seront assignées lorsqu'ils ne seront plus écroués. Il apparaît évident qu'au regard de la teneur de cette proposition de loi, les QR comme les QPR ne remplissent pas les objectifs pour lesquels ils ont été créés. Autrement dit, ces mesures de sûreté semblent symptomatiques de l'échec de la mise en œuvre de ces quartiers dans nos centres pénitentiaires depuis 2016. Qu'en est-il réellement? C'est ce que nous souhaitons comprendre en demandant la remise au Parlement d'un tel rapport qui nous permettrait à la fois de dresser les causes de cet échec et d'en tirer toutes les conséquences pour l'avenir et l'amélioration du système dans son ensemble. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la Commission sur cet amendement? Chers collègues, c'est vrai que nous sommes un certain nombre à se poser des interrogations sur ces fameux QER, mais voilà, on n'a pas toutes les données. Mais en tout cas, je vous rappelle que, en tout cas, c'est la position de la Commission que les rapports au Parlement ne constituent pas pour nous le meilleur moyen pour le Parlement d'exercer son pouvoir de contrôle. Donc, je souhaite émettre un avis défavorable à votre amendement. Monsieur le ministre, quel est l'avis du Gouvernement? Madame la sénatrice, vous proposez un amendement ayant pour objet de prévoir la remise par le gouvernement au Parlement d'un rapport analysant et évaluant la mise en œuvre des quartiers d'évaluation de la radicalisation et des quartiers de prise en charge de la radicalisation. De manière générale, le gouvernement n'est pas favorable à la multiplication des rapports. Le Parlement dispose déjà de multiples moyens d'information et de contrôle de l'activité du gouvernement et je suis par conséquent défavorable au présent amendement. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Je vais mettre aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'article 1er bis. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. L'article 2.
Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. À l'article 3, nous avons un amendement numéro 5 de notre rapporteur que j'invite à nous présenter. Oui, quelques secondes. C'est un amendement de coordination qui vise à tenir compte de l'entrée en vigueur de la loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, dont on a parlé tout à l'heure longuement. Monsieur le ministre, quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement? Je vais mettre aux voix cet amendement avec un avis favorable du Gouvernement. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté et l'amendement est ainsi, l'article est ainsi rédigé. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Monsieur Sueur, je vous en prie. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Garde des Sceaux, mes chers collègues. Oui, nous voulons tous lutter contre le terrorisme. Nous récusons toutefois toute démagogie. Vous avez dit, Monsieur le Ministre, c'est vrai, si on enfermait tout le temps tout le monde, tous ceux qui sont en prison, il y aurait peut-être une sécurité, je ne sais pas, mais nous récusons la démagogie. Alors qu'y a-t-il au terme de ce texte? On nous a beaucoup fait sonner le bracelet électronique, mais il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que le bracelet électronique ne peut exister que si la personne consent à le porter. Donc si la personne dit non, ce moyen n'a pas d'effet, il n'existe purement et simplement pas. D'autre part, il y a des mesures se présenter au commissariat, à la gendarmerie, mais elles sont déjà dans les MICAS, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. Vous avez dit qu'elles existaient, même Monsieur le Président, vous avez dit qu'elles étaient sévères. Et je pense que votre gouvernement, Monsieur le Ministre, pourra les reconduire. Alors que reste-t-il finalement? Et qui est sûr, qui peut dire que parce qu'une personne ira pointer le lundi au commissariat, elle ne commettra pas tel délit, tel crime le mardi ou le mercredi? Tout ça est compliqué, Monsieur le Ministre, et d'ailleurs vous le savez mieux que quiconque. Et par conséquent, nous pensons qu'il y a un vrai chemin très difficile. Ce chemin, c'est d'abord l'accompagnement des personnes qui sortent de prison, quel qu'il soit, et par conséquent la préparation à la sortie. Ce moyen, c'est donner plus de moyens aux services de renseignement, et n'ayons pas peur de le dire, car vous savez bien, mes chers collègues, que le meilleur moyen pour éviter la récidive du terrorisme, c'est d'abord le renseignement. Ne nous racontons pas d'histoire. Et puis, c'est aussi la condition pénitentiaire et la déradicalisation en prison. C'est le contraire qui se passe actuellement, et nous le savons tous. Alors, je ne peux pas être plus long, mais Monsieur le Ministre, vous nous avez dit qu'au terme de ces décennies de réflexion que vous menez sur la justice, vous aviez effectué un cheminement. J'ai un peu peur que le cheminement soit un raccourci un peu tardif. Et je pense que, d'une certaine façon, je préférerais saluer toute la réflexion qui fut la vôtre. Je suis sûr que vous la conduirez, vous continuerez, car c'est un grand chemin difficile que de faire face, vous le savez mieux que quiconque, à ces enjeux auxquels nous sommes confrontés. Monsieur de Belenet, pour une explication de vote. Merci Madame la Présidente. Très rapidement. Le président François Hollande, à propos des pédophiles et des mesures de sûreté, disait il y a quelques années « Je ne conçois pas une demi-seconde, je ne conçois pas, il est inconcevable que des récidivistes en puissance se promènent dans la nature. Je ne conçois pas non plus que des terroristes récidivistes en puissance se baladent dans la nature. Ce texte contribue à sécuriser le pays. Il est sur la ligne de crête, il est équilibré. Ne nous racontons pas d'histoire, votons-le.
S'il n'y a pas d'autres demandes d'explication de vote, eh bien, je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Eh bien, la proposition de loi est adoptée. Voilà, vous avez pu suivre les débats sur la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine, un texte qui a été donc voté hier au Sénat. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute l'actualité parlementaire sur notre site internet publicsénat.fr et je vous souhaite une excellente journée à tous.